Fréquence protestante. Parcours sentimental. Jean-Pierre Guénaud. Séguéla, un toponyme très fréquent en Languedoc qui désigne un plateau planté de seigle et dont celui qui est originaire du lieu dit Séguéla. Le seigle, graminé bercé par le vent de l'inspiration, céréale en herbe qui germe avant de lever. Céréale bronzée à l'image de la peau d'un fils du Sud qui n'a jamais perdu sa pointe d'accent. Jacques Séguéla, vous avez 87 ans. Je suis libertaire dans l'âme, j'étais révolté quand j'étais jeune, je dois à mon emprisonnement chez les jésuites ce tempérament de cheval un peu fou que je n'ai jamais pu brider. Je me suis engagé dans les armées de l'imaginaire, Paris Match, France Soir, la télé, pour finir par trouver mon port d'attache, la pub. Tel est l'autoportrait en quelques lignes que vous m'avez campé de vous-même il n'y a pas si longtemps, du cofondateur que vous êtes de la nouvelle agence Havas que vous êtes devenu. Longtemps, le publicitaire que vous êtes a dû penser qu'il n'écrirait jamais, parce qu'on vous a donné à penser que vous étiez un cancre pour l'éternité. Très tôt, vous avez été atypique, une sorte d'hernie, être rêvant non identifié, de surgeon inclassable et indocile qui ne rentrait jamais dans le rang. C'est votre père qui vous a donné le goût des mots, à travers ses fiestas avec ses anciens amis de salle de garde, devenus comme lui des médecins respectables et réputés. Il vous a fait comprendre que les mots étaient magiques parce qu'ils pouvaient faire rire et rêver. Avec votre mère qui voulait vous consoler de l'expertise désastreuse d'un enseignant, qui prétendait vous vouer au travail mécanique pour le reste de vos jours, vous avez découvert le pouvoir du théâtre, compris la force de la parole. Vous n'avez jamais oublié votre première pièce, Kean, une adaptation pour Pierre Brasseur par Jean-Paul Sartre de la pièce d'Alexandre Dumas, Kean, ou Désordre et génie. Après ces révélations, vous avez eu le temps de rater plusieurs fois votre bac et d'incarner le cancre de service avant de décrocher le parchemin salvateur et d'entrer en fac de pharmacie. Miracle! Lourde et lisieux à la fois. Le cancre présumé devient dès la première année major de sa promotion, décroche un doctorat de pharmacie. La pharmacie, vous adorez. Diplôme en poche, en 1959, vous vous lancez avec votre frère d'armes, mon ami Jean-Claude Baudot, dans une aventure pharmaceutique et mécanisée. Vous proposez à vos maîtres de stage dans l'industrie pharmaceutique de réaliser l'étude de marché des plantes médicinales rares à travers un tour du monde en 2 chevaux. Le stage tourne à l'aventure. Un tour du monde, c'est un peu faire le tour de soi-même, confiez-vous à votre retour. Vous avez 25 ans. L'épopée de 400 jours et de 100 000 km a généré un best-seller, La Terre en rond, publié en 1960, et une histoire d'amour durable avec Citroën. À la clé, après papa-maman, votre 3e bon génie, Jacques Wolgensinger, le directeur de l'information et des relations publiques de la firme aux chevrons. Il vous a fait lire les 100 livres qui manquaient à votre culture. Mais même si vous vous croyez inculte, vous parlez bien, Jacques Séguéla. Il suffit de revoir parmi les trésors de l'INA l'émission du 25 juin 1960 où vous déclarez en revenant de votre tour du monde « Le Sahara, c'est un désert où le soleil fait de la peinture ». Parmi vos émotions littéraires, les chansons de Charles Trenet, on va y revenir tout à l'heure pendant la pause musicale, Le Rouge et le Noir de Stendhal, Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, Les Noces d'Albert Camus et les Poésies de Prévert. À ce stade, vous ressentez une sorte d'appel. Vous abandonnez la pharmacie, Dany, votre jolie fiancée de l'époque, et vous devenez reporter à Paris Match, sous la gouverne de Roger Théron, puis à France Soir, sous celle de Pierre Lazareff. Joli maître à penser, vous suivez vite les conseils de Lazareff qui prévoit déjà le déclin de la presse papier, pourtant à son zénith. Vous quittez le journalisme et vous vous lancez sur le terrain neuf et vierge de la pub en rejoignant à 33 ans l'agence Delpire, puis Axe Publicité où vous rencontrez le financier Bernard Roux. Renvoyé de votre entreprise parce que trop indépendant, vous fondez tous les deux en 1970 l'agence de communication Roux-Séguéla, future RSCG, rejointe 2 ans plus tard par Alain Caïsac, puis en 1976 par Jean-Michel Goudard. Vous rencontrez votre future femme, Sophie Vincent, stagiaire dans votre agence, en 1977.
Vous avez élevé ensemble 5 enfants, dont 2 jumelles. Vous aimez à dire d'elle, de Sophie, qu'elle est belle à mourir. Preuve du fait que rien ne s'est émoussé depuis près de 45 ans. En 78, vous écrivez tout seul votre vrai premier livre. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. Depuis plus de 30 titres ont suivi. L'ancien cancre ne cesse pas d'écrire des livres quand il ne crée pas des slogans publicitaires, des préfaces, des articles. Vous êtes devenu un addict de l'écriture. Vous avez le sens des formules et des titres. Celui de votre ouvrage paru en 2018, Le diable s'habille en GAFA, est digne de La Force tranquille ou de Génération Mitterrand. Vous avez aussi fait des merveilles pour Citroën, le nom Picasso qui est resté pendant 20 ans la signature de presque tous les monospaces de la marque. Et pour Carte Noire, Louis Vuitton, Décathlon ou Evian. Qui a pu oublier ces autres slogans? L'âme du voyage pour Louis Vuitton, un slogan qui tient la barre depuis 60 ans. Un café nommé Désir, à fond la forme, Baison futée pour le sida, ou Il est fou à Flelou. Alors, Jacques Séguéla, au-delà de ces basculements dans votre vie que j'ai cités, quels sont les grands moments de basculement de votre parcours de vie? Faudrait arrêter l'émission là. C'est tellement beau tout ce que tu viens d'écrire. Je te tutoie, je suis désolé. Moi, je tutoie tout ce que j'aime. Donc, je ne peux pas commencer à vous voyez, je bégayerai. Mais quel dommage, jamais personne ne m'a fait tracer un tel portrait de mon noble personne. Donc, quels sont les moments importants de ma vie? Le moment le plus important de ma vie est le moment où tout aurait pu basculer. Dans ce début d'enfance dont tu as parlé, à Perpignan, j'étais un petit sauvageon, j'étais un méchant bon petit diable. Et chaque nuit, on découchait et on essayait de faire une farce dans la ville. Et un jour, on a l'idée de s'attaquer à une dizaine de voitures qui étaient dans une rue, pour les déplacer de 500 mètres et les mettre dans une autre rue. En disant le matin, tout le monde va s'affoler, les flics vont arriver, etc. Tu as joué à la fourrière. Une fois à la fourrière. Je ne sais pas comment, je m'étais procuré un revolver, moi qui n'ai jamais tiré de ma vie. Bon. Je ne sais plus pourquoi, et je l'avais dans la poche comme un imbécile. Comme un imbécile. Et je me vois en train parce que toutes les voitures n'étaient pas ouvertes. À l'époque, la majorité des voitures étaient ouvertes. Hein. Ça, on a oublié ça. Bon, cette-là était fermée. C'était une voiture décapotable, mais la lucarne arrière était ouverte. Donc, je me glisse dans la lucarne arrière pour aller ouvrir la voiture. J'imagine qu'un flic soit passé à ce moment-là. Il me tire par les pieds. Il m'amène tout de suite au commissariat. J'ai un revolver dans la poche. Mais je suis bon. Je suis bon. C'est le moment où tout a basculé. Je n'ai compris que beaucoup plus tard, cette espèce d'inconscience qui a mené ma jeunesse et par bonheur une grande partie de ma vie. Mais il y a des moments où l'on frôle. Je sais que je n'avais rien du petit voyou. Mon père était une sommité de la ville, ma mère était médecin, mon père était radiologue, ma grand-mère maternelle était protestante. C'est pour ça que je suis tellement ravi d'être là. Il y a des instants de vie qui peuvent détruire une vie. Oui, fragilité. Alors d'autres basculements? D'autres basculements, on n'a pas parlé du plus grand basculement qui soit, c'est ma rencontre avec François Mitterrand. C'est une histoire qui commence drôlement. 3 ans avant, en 78, 3 ans avant le début de la campagne, il y avait une élection. Je crois que c'était une élection législative. Je ne sais plus très bien si c'était législative ou autre. Bon. À l'époque, les directeurs de campagne, la publicité politique n'existait pas. Les directeurs de campagne étaient chargés de faire ce qu'on appelait l'affiche. Et ils appelaient les créatifs un petit peu à la mode en leur disant simplement « fais-moi une affiche ». Le brief, c'était pas de dire « voilà ce que je veux dire ». Non, c'est « fais-moi une affiche bon. ». Et je reçois un coup de téléphone de Jean-Pierre Soisson, qui était le directeur de campagne de Valéry Giscard d'Estaing, et qui me dit « fais-moi une affiche ». Bon, je fais une affiche,
Une semaine plus tard, je reçois un coup de fil du directeur de campagne de Mitterrand qui me dit « Fais-moi une affiche ». Je fais une affiche. Et à 3 ou 4 jours plus tard, Bernard Brochant, qui était le patron à l'époque de DDB, etc., grand publicitaire devant l'Éternel, et Jean-Michel Goudard, mon associé, m'appellent et me disent « On est en train de faire la campagne de Chirac, mais on cale sur le slogan « Viens nous aider ». Et je vais les aider, et je titre le slogan la France qui ose, la France qui gagne. Le slogan de Chirac, c'était la majorité, alors la majorité. Et je fais ma première affiche pour Mitterrand, qui n'est pas très connue, et qui pour moi est la plus belle. C'est le socialisme, une idée qui fait son chemin. Et j'avais voulu faire une photo de Mitterrand qui était à la fois la rencontre du président chinois de l'époque qui longeait un grand fleuve, je ne sais plus lequel, de Chine, et la marche du général de Gaulle sur le sol d'Irlande. Donc, il faut qu'il y ait le sol de l'international, c'est-à-dire de la Chine. C'était déjà quand la Chine s'éveillera. Bon. Puis le sol de l'Irlande, et que Mitterrand foule son propre sol. Bon. Les 3 affiches sont sorties. Personne n'a rien dit. Une fois que l'élection s'est faite, j'ai réuni une petite conférence de presse. Je dis, est-ce que vous trouvez normal que ce soit le même publicitaire qui fait les 3 affiches des 3 candidats, des 3 partis en présence à ce moment-là? Pas une ligne dans la presse. J'imagine aujourd'hui le défilé des réseaux sociaux si une telle chose se produisait. Bon. Et puis, 3 ans ont passé. Et moi, j'ai écrit à mes 3 ex-clients qui ne me connaissaient pas, ou à peine, en disant, écoutez, cette élection va être très importante. Moi, je m'y suis préparé depuis des années. Je vais aller voir tout ce qui passait en Angleterre, aux États-Unis. Je voudrais me mettre à votre disposition, mais je voudrais que ce soit selon les règles de la publicité, avec une exclusivité réciproque. Le seul qui m'ait répondu, d'un petit mot que j'ai perdu, écrit à la plume d'un stylo Waterman, c'est François Mitterrand qui me disait « Si vous êtes libre demain, je vous attends à telle heure, à 13h, à tel endroit. J'arrive, c'était un petit restaurant, et le nom du restaurant, le Pactole. » Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Mais belle histoire, d'autant plus que l'autre affiche a tout occulté. On a tout oublié derrière. Oui. Cette révélation. Jacques Séguéla, où va la pub? L'histoire d'Havas nous rappelle que la pub est la fille de l'information et des médias, puisqu'il faut rappeler que Havas a débouché, a été le fruit de l'agence France Presse, par exemple. Les gens ne le savent pas. On a l'impression aujourd'hui que la pub, à certains égards, dévorerait les médias. Donc, de certaine façon, elle dévorerait sa mère. C'est exactement, c'est Charles Havas qui, à 186 ans, a inventé d'abord l'AFP, qui existe toujours, l'agence de presse, mais qui, 2 ans après, a inventé la première agence média, qui s'appelle l'agence Havas, qui existe encore, dans laquelle je suis, mais 2 ans après, a encore inventé la première agence de publicité, qui s'est appelée aussi l'agence Havas, puisqu'ils se sont réunis, dans laquelle je suis, et puis qui a inventé la première maison d'édition, qui deviendra Editis, aujourd'hui. Donc cet homme a tout inventé de la publicité, et d'ailleurs, on oublie une chose, c'est que ce sont les Français qui ont tout inventé de la communication. On a inventé la pub, mais on a inventé la photo, les frères Nips, on a inventé le cinéma, les frères Lumière, on a inventé la télévision en couleur, le professeur Chrétien, on a inventé le net, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'enfant, la première machine infernale. La carte à puce, Roland Moreno. On a inventé la carte à puce, et aujourd'hui on est dépossédé de tout par ces fameux GAFA, ces monstres de GAFA, qui se sont attribués tout ça. Mais la publicité, que l'on croit toujours passée de mode, au contraire, est plus vibrante que jamais. Parce que il y a une dizaine d'années,
elle a compris que si elle voulait se faire aimer du public, et si les marques voulaient devenir un peu plus humaines, il fallait qu'elle se lance dans les grandes causes. Et depuis 10 ans, toutes les grandes marques du monde soutiennent une cause. La plupart du temps, une cause écologique, parce que c'est l'ère du moment, mais aussi toutes les causes possibles dans le monde. Et donc, il y a à peu près 10 à 15% des investissements mondiaux de la publicité qui sont énormes, qui se réunissent pour ce que les Américains appellent a better world, un monde meilleur. Alors, c'est toujours pareil, les journalistes, dès qu'il y a publicité, ils ferment les yeux. On a l'impression qu'on est concurrents, pas du tout. On fait le même métier, simplement on le fait avec les mêmes outils, un stylo et une caméra. Et on le fait d'un côté pour annoncer tous les malheurs du monde, et de l'autre côté pour essayer de proposer tous les bonheurs du monde. Donc c'est la seule différence. Mais on s'est aperçu, il y a une grande étude qui est sortie, qui a duré pendant 35 ans, qui a été faite en même temps en Angleterre et aux États-Unis, sur 350 marques qui ont été suivies pendant, je crois, 30 ans, quelque chose comme ça. Et à la fin, on a déterminé si les marques qui avaient été primées dans les grands festivals, comme le Festival de Cannes, qui existe, c'est notre festival à la publicité à nous, avaient une meilleure efficacité que celles qui n'étaient pas créatives. Et la moyenne est que une agence créative multiplie par 5,4 l'efficacité de la publicité. Mais comment les annonceurs peuvent encore s'adresser à des agences de merde? Mais comment ils ne vont pas à la création? Comment ils ne vont pas vers les grandes agences du monde? On a la chance en France d'avoir la plus belle agence qui s'appelle BETC, qui est notre filiale reine, qui non seulement est la première créative en France, mais fait partie des 5 plus créatives d'Europe, et des 10 créatives du monde depuis maintenant près de 20 ans. 20 ans. Et on voit, quand nous allume le bouton de la télé, on voit de ces énormités. Ça me fait penser d'ailleurs aux rues de Paris. Paris, qui était la plus belle ville du monde et qui est la poubelle du monde. La publicité française, qui était la plus belle du monde, devient la poubelle du monde. Mais est-ce que vous ne pourriez pas avoir vis-à-vis de vos concurrents un rôle pédagogique? Parce que tout le problème qu'on ressent quand on vient d'être soumis à un spot publicitaire, qu'il soit audio ou audiovisuel, est-ce qu'on vient de ressentir une plus-value ou de subir une prédation, une punition? C'est le vrai problème. Mais moi, c'est mon discours depuis 60 ans. Je suis dans la pub depuis 60 ans. J'ai de près ou de loin participé à 1500 campagnes. J'ai fait 20 campagnes présidentielles dans le monde. C'est moi qui ai ouvert la moitié de nos agences au reste bout du monde. La pub, je l'ai respirée, je l'ai vécue, je l'ai transportée dans mon sac à dos dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un continent, une capitale où je ne suis pas allé essayer d'ouvrir une agence ou en racheter une. Mais les publicitaires, c'est curieux, ils n'aiment pas la publicité. La preuve, ils ne l'utilisent pas pour eux-mêmes. Moi, dès que j'ai créé mon agence, la première chose que je me souviens avec Bernard, quand on a créé notre agence, c'était en 68, parce qu'elle n'a été officielle qu'en 70, mais c'était en 68, jusqu'après les événements de 68. On avait mis tout ce qu'on avait sur la table. À l'époque, c'était 5 000 €. C'était à la fois un peu d'argent, mais pas beaucoup d'argent. Et je dis à Bernard, cet argent, il faut l'investir en publicité. On va acheter une page du Monde et une page du Figaro. Bernard m'a dit, mais après, on n'aura plus un sou. Eh bien, on n'aura plus un sou. Bon. Et on a fait notre première annonce qui était de dire de deux choses l'une. Vous avez une agence de publicité, on va vous prouver qu'on est meilleur qu'elle, ou vous n'en avez pas une, et on va devenir la vôtre. Et on n'a eu qu'une seule réponse. C'est paniqué. On avait engagé tout ce qu'on avait. Une seule réponse. D'un certain M. Whitner, qui était le représentant en France des moteurs Mercury. Et qui nous a dit, écoutez, moi j'ai confié ma marque à une agence qui m'a fait ça marche pas du tout. J'ai vu que vous aviez des idées. Eh ben, soyez gentils, je vous donne le reste de mon budget. C'était une page dans l'Express et une page dans Paris Match. Bon. J'ai dit, il faut
faut avoir une idée qui sort de l'ordinaire, etc. Et je me suis souvenu que quand j'étais reporter à Match, j'étais allé faire un jour un sujet sur Pompidou, à Saint-Tropez, qui était sur un petit Zodiac, etc., avec sa cigarette maïs qui pendait au bout de lèvres. Et c'était lui-même qui pilotait le Zodiac. J'ai dit, si jamais ce moteur était un Mercury. J'appelle mes copains de Match qui, en douce, me filent la photo, sans évidemment que Théron le sache, sinon ils les auraient tous virés. Et je fais une annonce avec le Pompidou qui est en train de dire son moteur, et on dit, Monsieur le Président, nous on vous aime bien parce que vous êtes toujours conscient de la sécurité. Et quand vous prenez la mer, vous savez que vous avez le moteur le plus sécure du monde dans les mains. À l'époque, les journaux avaient ce qu'on appelait des osalines. C'était des sortes de photocopies du journal avant qu'ils partent à l'imprimerie. Et ces osalines étaient envoyées à l'Élysée pour que le président lui-même relise le journal. Vous voyez, c'est les choses à changer. L'imprimatur. Bon. Et c'est le samedi. Georges Pompidou est à table avec son épouse. Son épouse pousse un cri d'horreur et dit, mais Georges, maintenant vous faites de la publicité, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai pas donné mon accord, etc. Il téléphone à Servan-Schreiber et lui dit, vous interrompez tout de suite cette parution, j'interdis la sortie de l'Express. Françoise Giroud, qui était avec Servan-Schreiber, m'appelle et me dit, espèce de petit galopin, vous ne connaissez pas, venez me voir tout de suite. Je me précipite, on dit, bon, maintenant, trouvez-vous une idée? Je lui dis, c'est simple, on va arracher la page. Par miracle, la page de derrière était une page de pub, donc ça ne détruisait pas le journal. Sauf qu'elle m'a dit, écoutez, vous allez vous en charger. Et elle m'a amené dans un hangar où il y avait 400 000 Express. Et donc, j'ai rappelé tous les copains. Je faisais les bistrots en disant qui veut gagner 10 euros ou 100 euros, je ne sais plus ce que c'était à l'époque. Venez, je vous embarque, etc. J'avais des taxis qui faisaient aller au retour en on a arraché les pages de l'Express. J'en ai profité pour en envoyer quelques heures entiers dans les salles de rédaction et dans les télévisions. On est né d'une première pub, Sacrilège. Ça, c'est merveilleux. Alors, dans ce qui vous a influencé, les chansons de Trenet, les gens ne savent pas que chez Trenet, il y a des chansons pleines d'allant, très gaies, puis il y a La Vague Triste aussi. Il y en a une qui est très belle, qui date de 1939. Les enfants s'ennuient le dimanche. Les enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient en knickerbocker ou en robe blanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. Que ce soit promenade ou tartine, pâtissier, pas plus que les bois n'auront de succès. Gamins et gamines sont plus tristes que maman ne croit. Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin. Y a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. Les parents s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les parents s'ennuient avec leur faux col, leur lorgnon et leur barbe blanche.
Le dimanche, le départ en nuit. Vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi. Car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. Magnifique. Waouh, vous connaissez la chanson, et puis c'est un traîné qu'on connaît peu. Moi, j'ai eu le traîné est né à Narbonne, mais il a passé son adolescence à Perpignan. Et j'ai eu la chance extrême d'avoir le même professeur de français. On appelait Pounette, parce que quand il parlait, il pounait un peu comme ça. Pas radiophonique, ça. Et quand on avait bien travaillé, il nous remettait nos copies, et il nous lisait, comme cadeau, une composition française de traînée. Il les avait toutes gardées. Et il savait qu'il deviendrait aujourd'hui un jour un grand poète. C'est extraordinaire. Elle est paradoxale, cette chanson, parce qu'il chambre un peu ce que les Anglais appellent les Bloody Sundays. Ouais. En revanche, c'est un éloge de la semaine pour sa vie. Hein, et souvent, les gens sont dans une dialectique inverse. C'est pas le traîné trépidant qu'on connaît, oui. Mais c'est le traîné poète. Oui, absolument. Et j'ai eu la chance de le voir parce qu'il était très ami avec des Perpignanais qui faisaient de la sculpture, de la peinture. Et il venait passer, chaque année, il venait passer quelques jours avec eux. Et j'ai une image de traîner en train de faire sa culture physique. Et je le vois encore avec ses haltères, faire 1, 2, 1, 2. Oui, c'est formidable. Alors, Jacques Séguéla, vous pensez que nous vivons le grand passage de la dictature de la consommation à ce que vous appelez la démocratie participative de la communication. Que le consommateur libéré est désormais copropriétaire des marques, avec droit de vie et droit de mort sur elles. D'un tweet qui devient blog, puis chat, puis buzz, il peut dénoncer, ce consommateur, toute imperfection matérielle ou sociale du fabricant fautif. Alors, est-ce que vous pouvez creuser un peu cette... Mais tout est dit. Jusqu'à présent, la publicité, elle était un peu tentaculaire. Enfin, d'abord était réclame, puis elle a été propagande. Et tout ça est resté dans la publicité. La publicité, elle essayait d'asséner un message. Et finalement, ce qu'elle a inventé le mieux, c'est la répétition. Et c'est à coup de répétition que se créent les réputations. Et donc, c'était dans ce lancinant de la publicité qu'elle trouvait sa force. Et puis un jour, le consommateur s'est libéré, comme d'ailleurs se sont libérés les peuples, et il a trouvé enfin l'outil parfait pour arriver à remettre les marques à leur place. C'est évidemment les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux où la parole est libre, et où tout le monde peut s'exprimer, et où les messages sont repris quand ils ont une force en eux-mêmes, régulent la publicité. Et interdit à tout publicitaire de spolier le consommateur. Et moi, j'ai compris ça avant les réseaux sociaux. Mon patron n'a jamais été dans la vie, moi-même quand j'étais patron de l'agence avec Bernard Roux, ni Vincent Bolloré aujourd'hui, il y a 10 ans, et Yannick Bolloré aujourd'hui. Mon patron, c'est le consommateur. Parce que s'il refuse le produit que je lui propose, mon client va me virer et je serai à la rue. Oui. Oui, tout à fait. Mais il y a des malentendus actuellement. Les réseaux sociaux font également du mal à la publicité parce qu'ils développent comme des pandémies, comme des gangrènes, des slogans comme nos pubs sur les boîtes aux lettres, par exemple. Les gens ne comprennent pas que dans les pays totalitaires, il n'y a pas de pub. La pub est subversive dans tous les pays totalitaires. Il n'y a pas d'exception. Il faut bien savoir que sans pub, mais il n'y aurait pas de médias. Oui. Il n'y aurait pas de télévision, il n'y aurait pas de presse, il n'y aurait pas de gaieté dans la rue, à condition que les affiches soient belles. C'est pour ça que la première mission d'un publicitaire, c'est la qualité créative. La seule façon de lutter contre les attaques répétées, etc., des anti-pubs, c'est justement que la créativité l'emporte. Parce que les jeunes sont adorateurs de la publicité.
À l'époque, les jeunes n'étaient pas tellement touchés par la publicité, ça ne les concernait pas, c'était la ménagère de moins de 50 ans qui était la reine de la publicité. Mais aujourd'hui, les jeunes savent quand une publicité est bonne ou pas. Et c'est là où ils l'envoient dans les réseaux sociaux, où ils se l'envoient entre eux, où ils se la montrent sur leur téléphone, etc. Et c'est eux qui font le buzz des publicités quand elles sortent du lot. Donc aujourd'hui, c'est la créativité qui est le meilleur rempart contre les antipubs. Et d'abord contre les écologistes qui veulent supprimer la pub. Mais quelle imbécilité, de nouveau! Oui, tout à fait. Bon, si on laisse aux écologistes, l'écologie aux mains des écologistes, le monde mourra. Parce que on ne peut pas politiser l'écologie. D'abord, elle n'est ni de droite ni de gauche, elle est à tout le monde. Ils ont complètement tort de vouloir supprimer la publicité. Il faut qu'ils exigent de la publicité, de se mettre au service de l'écologie, pour que tout le monde en arrive au geste. J'écris un livre là-dessus, ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo. Elle me croit publicitaire, qui est la suite du livre que j'ai écrit il y a 40 ans. Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire. Elle me croit pianiste dans un bordel. Oui. La pub est en train de subir une nouvelle révolution qui n'est sans doute pas faite pour vous déplaire. Elle ne se résume plus forcément à des slogans qui, quand c'est pas très bon, sont trop martelés, trop répétés, mais elle évolue vers le fait qu'on vous raconte des histoires. On vous raconte des histoires de plus en plus. Je crois qu'Havas a développé un studio qui se charge de ce travail, parce que là, ça devient d'une certaine façon, ça devient de la radio. La voix a une importance énorme. Oui. Il y a une mise en ambiance sonore. C'est quelque chose de tout à fait magique. Et là, vous qui êtes un raconteur d'histoire, ça doit bien vous plaire, cette évolution. C'est venu d'Amérique, comme toujours. Ça s'appelle le storytelling. C'est vrai dans les télévisions. Et la publicité a pris le relais. La France commence à s'y mettre. La publicité a toujours été de raconter des histoires. Et moi, tous mes livres sont des livres d'histoire, avec un S, où je racontais ma vie, où je racontais les pubs, et c'est ce qui fait que l'on crée une marque. C'est la façon de donner une âme à une marque. Aujourd'hui, la radio, la voix, s'empare de cette position-là, parce que c'est la revanche de l'audio sur la vidéo. On a été tellement saturé de vidéos pendant le confinement, tellement saturé de vidéos à tous les moments, que les gens ont envie de retrouver l'intimité, l'humanité, la tendresse d'une voix. Parce que il faut bien savoir que 80% des marques que j'ai vues, que j'ai connues au XXe siècle, j'en ai créé quelques-unes, ont disparu avec le siècle. 80% des marques qui, aujourd'hui, tournent dans le monde vont disparaître avec le siècle. Seules seront sauvées celles à qui les publicitaires auront su donner une âme. Parce que l'âme est immortelle. Moi, je me souviens de François Hollande, 15 jours après avoir été élu. Il me donne un coup de téléphone, il me dit « Séguéla, est-ce que vous êtes libre à déjeuner ?» « Oui, monsieur le Président. » Je cours à l'Élysée. Il me dit « Séguéla, vous m'avez fait un très beau cadeau avec votre campagne. » Quand il m'avait choisi, il m'avait dit « Séguéla, le président Valéry Giscard d'Estaing a gagné à coup de publicité. Je vous demande de faire une publicité meilleure que celle qu'a faite Giscard d'Estaing. Mais je n'ai pas d'argent. Donc je ne sais pas comment on va y arriver. Je lui dis, monsieur le Président, ça ne peut pas mieux tomber parce que moi je me prépare à cette campagne présidentielle et je ne veux pas être payé. Je ne veux pas que ça soit un acte de péripatéticienne. Donc, Séguéla, je veux vous faire un cadeau. Mais dites-moi, proposez-moi un cadeau. Je dis, monsieur le Président, moi j'ai un rêve dans ma vie. Je voudrais passer une journée avec le Dalai Lama. Il me dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes président. Apportez-moi le Dalai Lama. Les mois sont passés. 1 an après, sa secrétaire me téléphone. Mais est-ce que vous êtes libre ce soir avec Sophie? Venez vite à l'Élysée, le président a besoin de vous. Précipite à l'Élysée, Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, une siège vide. 15 minutes après arrive le Dalai Lama. Et le Dalai Lama, comme pour s'excuser, dit, connaissez-vous cette fable tibétaine? C'est un vieux bonze
qui donne à un jeune boss sa première leçon de philosophie et qui lui dit « Réfléchis bien, je vais te poser 3 questions, réponds-moi, réfléchis bien. Première question, quel est l'envers du blanc ? Le noir, dit le jeune disciple. Non, 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 lui dit le vieux bonze. C'est la bonne réponse, mais réfléchis. Deuxième question, quel est l'envers du jour ? Alors le jeune bonze réfléchit et dit « Maître, je vois qu'une seule réponse, l'envers du jour, c'est la nuit. » Bravo, lui dit le vieux bonze. Tu as réfléchi et tu as donné la bonne réponse. Troisième question, quel est l'envers de la vie ? Et le jeune bonze réfléchit et me dit « Maître, il ne voit qu'une seule personne, l'envers de la vie, c'est la mort. » Tu n'as rien compris, lui dit le vieux bonze. L'envers de la vie, c'est la naissance. C'est la définition de l'immortalité des marques. Parce que Dieu nous a créés à son image, avec une petite variante. Lui s'est créé immortel, il nous a créé immortel. Mais nous, les publicitaires et les annonceurs avec nous, nous pouvons créer l'immortalité des marques. J'ai fêté l'an dernier les 100 ans de la marque de ma vie, Citroën. Mais Citroën n'a pas 100 ans. La pucelle Citroën n'a pas 100 ans. Elle a 20 ans. Elle a l'âge de ma 2 chevaux quand je partais faire le tour du monde et l'âge des pubs que j'ai fait pour Citroën et que je continue à faire. Coca-Cola va fêter ses 130 ans, mais il n'a pas 130 ans. Il a 20 ans. Il a l'air de la musique de ses pubs. Donc, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, ces marques seront encore là. C'est la renaissance permanente. Exactement. Si elles ont eu ces shoots d'éternité qui sont le métier de la publicité. Jacques Séguéla, vous avez servi des leaders politiques de gauche, de droite, dans un pays de démocratie chrétienne, en quelque sorte. Mais vous êtes un homme engagé. En 2019, il y a des concessions que vous ne faites pas. En 2019, vous avez été condamné à 4 000 € de dommages et intérêts, à 2 000 € de frais de justice, pour avoir qualifié Jean-Marie Le Pen de nazi. Alors, est-ce que vous pouvez réévoquer ce triste moment, parce qu'il y a quand même des propos de Jean-Marie Le Pen qui donnent à penser qu'on n'a pas affaire à un grand démocrate. J'étais à une émission de BFM avec Serge Moati, qui venait de terminer son livre, terminer son film sur justement Le Pen. Et je ne sais pas comment, en m'expliquant, au détour d'une question, c'était Ruth Elkreyev d'ailleurs qui nous interviewait, j'ai dit mais comment peut-on encore supporter ce nazi ? Je ne sais plus quelle est la formule exacte. Ça n'a choqué personne, ni Moati qui n'a pas relevé, ni la journaliste qui n'a pas relevé non plus, etc. Mais pas Le Pen, parce que j'ai appris que Le Pen avait des avocats qui étaient chargés d'écouter toutes les radios, toutes les émissions, toutes les télévisions, pour savoir où il pouvait y avoir un dérapage sur Le Pen et se nourrir sur la bête en faisant des procès et en gardant 20% des procès. À chacun d'aller au bout de ses possibilités et de ses fantasmes, dites-vous. Vous l'avez dit avec maladresse, vous l'avez avoué vous-même un jour, un homme qui à 50 ans n'a pas l'objet dont il rêve à rater sa vie. On n'a pas fini de me le rappeler, disiez-vous, qu'importe, je suis ce que je suis, je ne me laisse pas étouffer par le politiquement correct. L'avancée, c'est le rebond, c'est ce que vous venez de définir avec la Renaissance. Le jeu ne s'arrête que quand la balle reste à terre. Moi, je la fais rebondir à ma manière. Magnifique propos qui vous définit pleinement. Cette capacité à bondir, à rebondir sans cesse. Je joue du violon. Bon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai aucun plan de vie. Je n'ai jamais eu un plan de vie. C'est la vie qui m'a promené par le bout du nez. Et c'est elle qui m'a toujours conduit ailleurs. Je me souviens quand Pierre Lazareff m'a dit, vous en parliez, maintenant je te vous vois, tu m'as tellement coupé les yeux que je te vous vois. Bon, donc tu en parlais. Quand j'ai eu 30 ans, Lazareff m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans le journal ? Est-ce que tu veux devenir rédacteur en chef d'un des rédacteurs de François ? Est-ce que tu veux prendre elle ? Je lui ai dit non, moi je veux créer un journal qui un jour rachètera François. Il m'a dit, mais tu es fou. François va mourir. Il m'a dit ça il y a 40 ans. Ouais. François va mourir. Va dans un métier neuf, va dans la publicité. Quel visionnaire. Va dans la publicité. Et c'est lui qui m'a amené par le bout du nez vers la publicité dont je ne connaissais rien. Ouais.
Eh bien, cher Jacques, à 87 ans, vous en faites 58, vous avez la vie devant vous. Continuez à vous la faire belle, cette vie, avant de vous faire la belle. Il vous reste tellement de mots à dire, tellement de choses à faire, tellement de gens à aimer. Et si l'on est vieux quand on n'a plus de désir, Jacques Séguéla, vous êtes resté très jeune. Vous avez de plus en plus envie d'avoir envie, et ce désir, eh bien, vous le rendez communicatif. Merci d'avoir suivi. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je ne cultive que mes rêves. Merci d'avoir suivi ce parcours sentimental.